On entame en même temps. Bienvenue dans cette deuxième partie du Monde en 7. Nous évoquions la période de transition qui est fixée à 3 ans par les autorités burkinabées et la CEDEAO qui est en situation d'alerte et menace de nouvelles sanctions. Ouais. Je crois qu'il faut éviter ces sanctions. Le Burkina doit s'inspirer du schéma malien. Avoir les 3 ans doivent être établis sur un chronogramme clair. Quand est-ce qu'on fera les élections législatives, les élections locales, les élections présidentielles, la mise en place des institutions, consorts, etc. Il faut être précis. Il ne faut pas larguer la date comme ça. Et donc, pour éviter les sanctions de la CEDEAO, quand on définit la période de la transition, il faut que cela soit assorti d'un chronogramme bien défini. Et là, je crois quand même que la CEDEAO peut prendre en compte tout cela. Sinon, demain, les sanctions peuvent tomber pour le sommet qui est en vue sur Accra demain. Maintenant, ces Oui. sanctions-là ont quel effet? La CEDEAO a quel mécanisme pour suivre ces sanctions? Nous avons vu qu'on a pris les sanctions contre le Mali, mais c'est les pays qui ont voté la sanction qui ont fait les frais. En plus des impacts de la guerre à l'Ukraine, dire qu'on a encore des sanctions sur nos propres pays africains, alors que ce sont des pays de l'État-land que nous desservons, etc. Le port du Togo en partie, c'est le port de la Côte d'Ivoire, le port du Téma en partie, c'est énormément. Donc, je crois quand même que nous devons savoir comment agir sur la junte au pouvoir et non pas pour faire souffrir la population. Il faut vraiment réagir, il faut que cela fait appel. Mais au jour d'aujourd'hui, la CEDEAO serait en mesure de réfléchir à un test pour voir comment est-ce qu'il faut recadrer ces questions de coup d'État, ces questions de transition, ces questions de troisième mandat, ces questions de crise politique dans l'espace ouest africain. Je crois que ça doit être l'essentiel. Alors, quand vous parlez de coup d'État, avant de parler de troisième mandat, est-ce que vous ne devez pas évoquer l'un avant l'autre? Parce que les causes des coups d'État aujourd'hui, c'est pas uniquement le terrorisme, comme l'évoquent les Burkinabés. Vous savez, en tout cas, je ne l'ai pas hiérarchisé. Moi, j'ai pris les choses pêle-mêle parce qu'il y a certains pays, ce n'est pas vraiment le troisième mandat, mais les situations forcent les gens à aller vers le coup d'État. Vous allez voir des pays où les gens sont aux abois complètement, la faim, la vie chère, etc., qui poussent les gens même, les gens sont... Entre-temps, le Togo n'a pas fait un coup d'État. Mais quand vous voyez nos concitoyens qui prennent les drapeaux d'autres pays, qui les dirigent dans leur milieu de résidence pour dire que notre territoire appartient désormais au Ghana ou bien au Bénin, ou bien nous sommes ici, je me demande si ceux qui sont du côté de la mer diront que nous aussi nous appartenons à la mer. Vous voyez toutes ces questions-là. C'est bien clair que ce n'est pas forcément le coup d'État qui est le summum, mais il y a plus de situations qui peuvent pousser les gens vraiment à aller vers le coup d'État. Le troisième mandat n'avait pas vraiment poussé les gens à aller vers le coup d'État, mais c'est qu'il y a des situations économiques, sociaux et politiques même qui poussent les gens à aller vers ces trucs-là. Seulement que, puisque c'est les militaires, il faut trouver un mobile politique et c'est ça qu'ils ont choisi pour faire le coup d'État. Sinon, réellement, au Mali, au Burkina, comme en Guinée, ce n'était pas vraiment le terrorisme. Ce n'est pas le troisième mandat, mais les gens avaient déjà ras-au-bol et le troisième mandat n'était qu'une goutte de trop qui a poussé les gens à aller vers ce coup d'État qui se préparait depuis longtemps et que puisque les civils n'ont pas accès direct au chef de l'État avec les forces qui les protègent, je crois quand même que ce n'est que ces forces armées. Et quand vous parlez de tests tout à l'heure de la part de la CEDEAO, vous pensez à quoi? Sanctionner les États de quelle manière? Si ce n'est que des sanctions économiques. Non, il y a des accords que la CEDEAO peut signer. Il faut vraiment qu'au niveau de la CEDEAO, qu'il y ait des propositions de loi et que ces propositions de loi-là soient ouvertes à des signatures. Et là, nous verrons les mauvais États
Les États qui font cas de mauvais élèves et consorts, nous allons les voir. Comme le test que mon collègue a signifié tout de suite, le Togo s'est retiré, la Côte d'Ivoire et le Sénégal se sont retirés. On comprend là où on veut en venir tout de suite. Nous savons que naturellement, Ouattara serait en droit de faire un 4e mandat. Macky Sall va vouloir faire un 3e mandat et nous tirons complètement vers une monarchie au Togo. Donc tout ça là, il faut les éviter pour que cette sous-région qui est perçue comme la sous-région qui est solide, qui est sereine en Afrique, ne puisse pas s'embraser. Parce que lorsque vous laissez les crises latentes, etc., quand ça va s'embraser, vous allez vous étonner. Par exemple, si il y a la grogne au Togo, il y a la grogne au Ghana, il y a la grogne au Burkina, il y a la grogne, ou bien il y a coup d'État par ici, etc. Est-ce qu'il y a une sous-région stable? Est-ce que cet espace sera possible pour les activités économiques et consorts? Est-ce que les investisseurs peuvent venir? Nous pouvons développer des partenariats avec le reste du monde? Non. Donc, pour ces raisons-là, nous devons nous asseoir pour proposer des textes de loi plus contraignants qui doivent amener tous les États, même les chefs d'État, à se soumettre pour que nos pays se gèrent dans la démocratie, dans la transparence, si le choix, c'était la démocratie. Malheureusement, avec les coups d'État, c'est que tout ce qu'il y a comme test ou encore loi est banni d'un revers de main. Déjà. Non, pour la transition de 3 ans, moi je demande à la CEDEAO d'accompagner, pour une raison simple. Vous savez, quand quelqu'un qui vous dit « j'ai besoin de 3 ans pour faire ceci », vous le mettrez à l'épreuve. Voilà, c'est lui qui prend la responsabilité. En 3 ans, je vais faire. Mais quand vous le forcez, vous risquez qu'il fasse même les 3 ans plus. Donc, laissez-les les 3 ans et que vous les aidez même qu'ils le fassent. Parce que quand vous dites ne faites pas 3 ans, d'accord, je sais que la CEDEAO a des choses, tout ça là. Ils peuvent même, dans le temps que vous leur donnez, traîner, trouver des astuces pour aller au-delà. Mais comme c'est eux qui disent 3 ans, donnez-nous le programme, ce que vous voulez faire les 3 ans, tenez vos engagements. À partir de ce temps, vous avancez. Donc, pour moi, vivement que la CEDEAO accompagne. Voilà. Donc, pour le reste, je crois que tout le monde, c'est clair dans les esprits. Je suis heureux que mon ami l'a dit. Au Togo, personnellement, j'ai toujours crié qu'on retournera au parti unique de fait au Togo. J'ai toujours dit ça depuis des années. Les événements nous donnent raison. Aujourd'hui, les syndicats, les partis politiques seront réglés, coupes réglées. Et d'ici l'année prochaine, tout ça, là, tout doit être clair. Et comme il a dit, je crois que ça ne tournera pas. Enfin, moi, personnellement... Vous parlez de l'année prochaine, vous parlez de 2003 oui, 2023, 2023 Oui, mais... C'est une prophétie, vous donnez... Non, ce n'est pas une prophétie. Vous savez, quand vous lisez politiquement, vous savez que c'est clair. Quand on vous dit, bon, désormais, la charte des partis politiques a été modifiée, on vous donne 1 an aux partis politiques de se conformer. Ça veut dire que l'année prochaine, dans le mois de mai, le gouvernement est capable de dire les partis qui sont légaux au Togo. Les autres, vous devez passer ou vous fondre aux autres partis politiques. Bon, le syndicalisme n'existe pratiquement pas au Togo. Vous savez, aujourd'hui, vous êtes travailleur, vous ne pouvez pas réclamer, vous savez ça. Bon, voilà. Oui, mais vous voyez... Il y a ces manifestations. Dans la pratique, vous voyez les enseignants qu'on radie, qu'on chevaille. On a vraiment... Ça n'empêche tout de même pas à ce que les gens... Oui, mais quand un État... manifestent leur droit. Oui, mais un État comme le Togo, un État comme le Togo, oui, qui refuse de ratifier un protocole à la CEDEAO, alors que le même État avait déjà pris ici les dispositions pour limiter les mandats. Normalement, la Corée aurait voulu qu'ils acceptent ça, puisque leur démarche, c'est exactement ce que fait la CEDEAO. Maintenant, le Togolais doit se mettre. Pourquoi il limite et il refuse de signer là-bas? C'est parce que dans l'intention, à l'approche, on va encore modifier les tests. Donc, c'est tout. Sinon, pourquoi moi, je vais prendre les dispositions ici pour que ça soit propre, on est assis ici, et quand on arrive ici, je refuse que ici soit propre, parce qu'il y a une intention. Voilà, donc c'est la capacité de l'élite, encore une fois, d'aller au-delà de ce qu'on voit. Et donc, si le Sénégal a refusé de ratifier, c'est qu'ils ont... Donc, il faut éviter que tous les pays africains prennent l'exemple de ce que les 3 pays ont fait. Il faut accompagner progressivement le Burkina et leur accepter leur transition et les surveiller faire. Sinon, la CEDEAO ne sera plus rien. Comme je l'ai dit, les 3 pays vont véritablement affaiblir la CEDEAO. Et puis, bon, l'Afrique retournera après
nous sommes pratiquement 30 ans d'expérience démocratique. Et je crois que les gens veulent qu'on retourne au parti unique. Et je crois qu'ils sont dans la logique, que ce soit la Côte d'Ivoire, le Togo ou le Sénégal. Et vous craignez qu'il y ait un précédent comme le Mali semble avoir réussi à dribbler la CEDEAO en contournant les sanctions et s'en sortant très bien. Et vous craignez qu'il y ait un précédent et que le Burkina puisse sur le pas du Mali? Oui, je crois que le Mali n'a pas dribblé la CEDEAO. Le Mali était resté dans sa logique. Et tel que le collègue l'a dit, ce jeu de mots, de temps et consort a permis de gagner plus de temps. Et maintenant, ils ont sorti un chronogramme qui, au finish, c'est la CEDEAO qui a accepté la proposition du Mali. Ce n'est pas la position du Mali que la CEDEAO est en train de suivre. Ça, je peux le mettre sur un échec de la CEDEAO dans son accompagnement du processus. Parce que depuis lors, si la CEDEAO avait accepté le temps défini par le Mali, on serait déjà très avancé sur la transition. Mais ce jeu, non, un an, etc., je ne sais pas ce qu'on peut faire dans un an, dans un état où on a mis toutes les institutions et les tests en veilleuse, en offre. Donc, il faut remettre les choses en norme et puis avancer. Je crois quand même que la CEDEAO prendra leçon sur son accompagnement du Mali ou bien l'émissaire de la CEDEAO désigné pour le Mali, pour le Burkina, doit prendre langue avec son collègue du Mali, Goodluck Jonathan, pour voir comment est-ce qu'il faut conduire les choses. C'est vrai que les deux pays n'auront pas le même schéma typique, mais je crois quand même que les choses se dessinent. On sait déjà là où nous voulons en venir. Les sanctions sur sanctions ne règlent pas jamais le problème. Même d'ailleurs en Occident, vous voyez toutes les sanctions, les plus de sanctions sur la Russie, ça n'a rien donné. La Russie continue pas à tenir. Et par contre, on promet un soutien à l'Ukraine, mais l'Ukraine continue pas à essuyer les bombardements de la Russie. Ça voudrait dire quand même que quelque part, c'est la population qui ferait des frais. Et si ce peuple pouvait se réveiller demain, on va voir. Tout comme en Libye hier, c'est une partie de la population qui s'est soulevée, qui dit qu'il n'appartient pas à tel gouvernement ou bien à tel parlement, etc. Il renvoie tous les autres dos à dos et il dit de mettre à plat tout ça là pour réorganiser les choses. Vous voyez, c'est le scénario là. Nous n'allons pas rester dans ce cercle vicieux. L'Afrique n'écrit pas beaucoup. L'Afrique ne fait pas trop d'analyses, mais on se dit qu'on veut aller sous forme de dictat. Nous ne pouvons pas être dans ça. Il faut analyser, il faut voir dans tel cas qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Faisons comme ça, et puis un peu du bémol et un peu de diplomatie, ça peut marcher. Alors, vous parliez tout à l'heure du Togo, finalement on va en arriver. Malheureusement, c'est pour évoquer les 13 morts dans un accident de minibus mardi dernier au sud du pays. Le gouvernement annonce des contrôles de sécurité dans les gares routières. Est-ce suffisant pour éviter les pertes de vies humaines sur nos routes? Les contrôles de routiers dans les gares. Oui, bon, c'est ce que je déplore tout en félicitant le ministre de la Sécurité pour... parce que cette dernière fois, il faut reconnaître qu'il est au four au moulin. Il y a beaucoup de choses... Entre le terrorisme oui, voilà. Puis, parce que ce que je regrette au Togo, c'est que les plus hautes autorités prennent toutes les dispositions en ce qui concerne les aspects politiques. Ils anticipent sur la question politique pour que les autres n'aient pas le pouvoir d'État. Ils anticipent. Ils prennent toutes les dispositions pour ça. Mais par contre, ils ne prennent pas les dispositions en ce qui concerne le bien-être des populations. À chaque fois, ils viennent comme des sapeurs-pompiers. Vous voyez, vous posez la question de savoir, vous dites, ils vont prendre maintenant les décisions, ils vont contrôler. Pourquoi ne pas faire avant? La question est pourquoi c'est maintenant qu'il faut contrôler les gars. Vous savez, le ministre Yak, ce n'est pas la première fois qu'il a ces statistiques.
Voilà, donc... Ouais, mais il fait des bilans Mais voilà, semestriels voilà. 6 Donc mois. maintenant, s'il dit il faut contrôler, ben ça, pourquoi il fallait attendre, il fallait. Donc moi, je dis il faut contrôler dans les gares routières, d'accord, il faut remonter, même au niveau du service où on délivre les permis de conduire et tout ça là, où on fait les visites techniques, tout ça là. Bon, est-ce que ce n'est pas bien aujourd'hui que le gouvernement fasse des efforts pour décentraliser les choses, parce que les visites techniques, c'est à Lomé seulement que ça se fait, ou ça se fait dans les régions, il faut voir. Bon, c'est pas uniquement à Lomé en tout cas. Oui, bon, voilà, donc il faut renforcer ça. Mais ce que moi j'aurais souhaité par rapport à ça, parce que le problème devient vraiment récurrent, et je crois qu'il faut véritablement en faire un sujet dans les écoles. C'est-à-dire que dans la mesure du possible, et dans la perspective que dans 10-15 ans, le mental du Togolais change. Et que dans 15 ans, qu'il y ait moins de morts sur nos routes, il faut en faire un truc d'éducation dans les écoles, mais également dans les centres de formation. C'est-à-dire qu'il faut que les gens connaissent non seulement le code de la route, il faut que les gens, on apprenne les gens la notion de la prévention routière et tout ça là. Il faut même, si possibilité il y a, faire en sorte qu'à partir du collège, les gens passent le BPC ou le BPC au moins au collège, avec l'obligation d'une discipline, discipline sur le code de la route, qui soit une discipline Il y en avait obligatoire. Avant, au primaire, je pense que maintenant ils l'ont supprimé, en tout cas je ne sais pas. Bon voilà, au primaire, mais à partir du collège quand même, et la 6e jusqu'en classe de 3e, là, une discipline qui soit obligatoire, qui fasse que déjà, si après le BC, les gens peuvent... une discipline passer même le permis de conduire, parce que conduire, c'est pas forcément un luxe, c'est une nécessité, vous voyez, non? Et donc, ce sont des choses qu'il faut faire. Donc, il faut éduquer les masses, il faut vraiment reprendre ça et projeter ça. Et comme ça, les contrôles, au-delà des contrôles, les gens vont même avoir ça comme culture. Oui. Vous voyez, comme culture. C'est vrai qu'on ne peut pas vraiment éviter les accidents à 100%, mais on va quand même limiter les morts. Parce qu'aujourd'hui, il y avait eu des sensibilisations sur il y a eu des dispositions qu'on a eu à prendre. Vous savez qu'il fut des moments même, le ministre était obligé même d'interdire la circulation de certains véhicules avant 18 heures. Il a tenté, oui. Il a fait ceci, il est passé par ci, il a fait ça. Il a dû relâcher. Oui. Vous voyez, donc, c'est pour vous dire que c'est un phénomène national. Donc ça mérite vraiment que des experts à la question se prononcent. Il ne faut plus faire des choses selon les situations, en disant, bon, il y a eu des morts, donc on prend les dispositions, on va contrôler, oui, on va contrôler. Il faut en faire vraiment un sujet qui oblige les gens véritablement à en faire une culture dans leur vie, et que dans 10-15 ans, on puisse vraiment espérer un changement nouveau. Je crois que c'est ce qu'il faut vraiment il faut faire. Voilà. Monsieur Naoté, est-ce que aujourd'hui, le gouvernement n'est pas au courant? Parce que quand on parle de ce minibus, il y a eu surcharge, visiblement, un bus de 15 places, ouais. Apparemment, quand on parle de 13 morts et 15 ou 14 blessés, visiblement, ils atteignaient la trentaine. Ouais. Et c'est surcharge. Je pense que les syndicats devraient être tenus pour responsables. Et si les syndicalistes sont tenus pour responsables, je pense que le gouvernement est au courant. Alors, parce que le gouvernement et le ministère des Transports et les syndicats s'associent pour pouvoir déterminer non seulement le prix des transports, mais également le nombre de personnes et tout ce qui est lié à ces transports. La responsabilité est partagée. La responsabilité est partagée à tous les niveaux. Les syndicats, oui, mais il y a les forces de l'ordre qui contrôlent les choses sur la voie publique, mais qui aussi raquettent les chauffeurs et qui voient ces surcharges, mais qui laissent passer. Mais il y a un phénomène qui est rentré maintenant en vogue. Vous allez voir même que c'est les Togolais, c'est les passagers même qui encouragent les chauffeurs à faire le surcharge. Moi, j'ai pris un taxi la fois dernière, je le dis comme ça, le chauffeur a pris 4 derrière pour un véhicule de 5 places. Il a pris 4 derrière, 2 devant. Et je m'étonne que c'est les passagers même qui demandent au chauffeur,
proposer un autre passager. Un autre passager au chauffeur. Je dis, nous sommes où là? Chauffeur, tu veux le prendre? Ça Dans rejoint l'analyse de... Voilà. Donc, du coup, je crois quand même que le problème est ailleurs. Et quand les gens réagissent comme ça, c'est pas compassion à l'endroit du chauffeur. Parce qu'il faudrait que le chauffeur ait Mon frère, compte de le son problème essence. est ailleurs. Les accidents sur nos routes. Pour ce qui est du cas typique du Togo, le problème est ailleurs. Vous savez, la science de la route, au-delà de la maîtrise que cela peut donner, il y a la psychologie de l'être humain qui doit être mise en œuvre. Imaginez, faites la route, voyez un peu comment les chauffeurs souffrent avant de faire le plein pour leur véhicule. Et si tu as la chance de faire le plein, même le surcharge, pour pouvoir tirer un peu, parce que tu es sorti pour trouver de l'argent, pour venir alimenter pour nourrir la famille. Quand tu sors, tu vas vite, tu reviens vite. Si l'occasion se présente, tu es obligé de faire l'overdose, comme on peut le dire. Bref, c'est la vie chère qui... C'est la vie chère qui conduit à ça. Surcharge. Non, mais la vie chère, mais c'est que nous n'avons pas une fluidité dans notre économie. Le politique doit faire le nécessaire pour rendre tous les secteurs viables. Ce secteur ne vit plus. Je dis que si ce n'est pas parce que la vie est difficile, vous allez sortir, vous n'allez même plus trouver un taxi à prendre dans la rue parce que c'est devenu très difficile aujourd'hui pour les conducteurs de taxi et les minibus. Ils ont des difficultés. Il y a des bus même, lorsqu'on dit on va faire les contrôles au niveau des gares routières. Les véhicules qui viennent à la gare routière, ils passent plusieurs jours avant de faire un seul voyage. Un aller. Ceux qui font les trottoirs sur les tronçons, aller-retour, imaginez, allez-y, posez des questions. Il suffit de faire les études pour voir quelles sont les difficultés auxquelles ces catégories de professionnels sont confrontés pour trouver des solutions. Nous le savons, nous avons des ressources. Tout le monde a un niveau de stress très poussé. Ça contribue énormément à des accidents. Le chauffeur qui est là, sur son volant, mais qui est en train de penser à la maison. Comment est-ce que les enfants ont mangé? Il faut courir, comment faire pour apporter quelque chose à la maison? Le chauffeur qui est là, qui est en train de voir ceci, le carburant, l'argent du propriétaire du véhicule, etc. Tout ça là, je vous dis, nous sommes tous over. Le burn-out a atteint le summum pour tous les Togolais de tout secteur donné. Il faut faire le nécessaire. Autant que nous avions pu, avec habileté, équiper les centres pour les questions de Covid, nous pouvons également, avec les mêmes habiletés, secourir les secteurs. Mais ici, c'est vrai que vous parlez de vitesse, de courir à haute vitesse. La vitesse, c'est quoi? Je vais aller vite, vite et revenir. Oui, mais quand on voit l'état du véhicule et on se rend compte finalement que ça ne valait pas la peine de... Mon frère Pinto, c'est avec difficulté on m'a campé un véhicule. C'est avec difficulté on m'a campé un véhicule. J'ai souffert, j'ai payé. Et c'est avec ça que je suis en train de faire petit à petit pour supporter les trucs. Avec le chauffeur, les conditions de prêt dans nos banques et dans nos microfinances ne sont pas tellement tendres pour que quelqu'un puisse aller faire un prêt pour s'offrir un nouveau véhicule. Les conditions ne sont pas là. Nous avons beaucoup de choses à régler dans notre pays si nous voulons régler un certain nombre de choses. Si nous voulons régler les problèmes des véhicules, il faut que l'État crée des produits qui permettent aux conducteurs de taxi moto, aux conducteurs d'avoir de nouveaux véhicules rapidement et voir. Et donc nous allons dire que les véhicules qui ont circulé pendant tel nombre de périodes ne peuvent plus circuler. Mais pendant ce temps, ceux-là feront quoi avec leur famille? Ils vont devenir quoi? Alors, il faut trouver des palliatifs, des substituts pour trouver des mécanismes, des produits innovants afin de leur permettre d'avoir de nouveaux véhicules. Ou bien nous avons des concessionnaires qui amènent des véhicules. Il faut discuter avec ces personnes pour voir. Nous avons fait l'État, évaluer les trucs, faire le recensement,
connaître l'effectif réel de ces chauffeurs, leur statut, voir les charges sociaux qu'ils ont, les revenus qu'ils peuvent gagner par jour et voir comment ils peuvent payer les trucs. L'État peut cadrer les choses. Nous devons secourir tous les secteurs. On ne doit pas laisser les choses. Quand on dit des élections, nous avons des argent pour faire les élections. Mais quand on dit santé, le Togo n'a jamais de l'argent. Quand on dit éducation, nous n'avons jamais de l'argent. Mais je m'étonne que la loi a dit que ceux qui ne sont pas fonctionnels, ceux qui ne sont pas en activité ne peuvent plus diriger les syndicats, mais l'État a encore pris l'argent des Togolais pour financer ces personnes non actives, pour faire des voyages au nom des Togolais pendant qu'ils ne sont plus légitimes. Donc nous avons de sérieux problèmes. Ce que l'État doit faire, l'État laisse de côté. Mais si l'État doit l'arranger pour corrompre afin de pouvoir trouver le boulevard, c'est ce que l'État fait. Je crois quand même que ce problème, cet accident-là doit attirer l'attention de l'État pour voir, pour recenser tous les secteurs sur lesquels il faut agir pour d'abord sauver l'économie togolaise, sauver les secteurs et donner la chance à toutes les femmes. Ces femmes qui sont mortes, est-ce qu'elles ont choisi aller ne plus revenir? Alors justement, je vais en venir à vous tout à l'heure. Hein. Ce n'est pas que je vous coupe la parole. Justement, à propos de ces femmes, vous qui donniez tout à l'heure des conseils d'éducation civique dans les écoles ou bien dans les centres de formation à l'endroit de la population togolaise, est-ce que il n'y a pas une partie de responsabilité pourtant aujourd'hui malheureuse, cette situation, est-ce que elles n'ont pas une partie de responsabilité dans cet accident? Oui. Accepter d'être agglutiné dans un véhicule Oui. comme ça, c'est vrai. Il y a les moyens qui manquent, mais les moyens manquent au point de risquer sa vie pour cela. Oui, c'est pour cela que j'ai dit que au-delà des responsabilités que vous pouvez partager, le premier responsable, c'est l'État. C'est l'État. Il n'est pas forcément responsable par... Direct. non, pas parce qu'il l'a voulu, mais il est responsable. Vous savez, c'est la capacité d'un dirigeant, c'est sa capacité de voir son peuple, les problèmes, et comme je l'ai dit, d'anticiper. Vous voyez, avant de répondre à votre question, je vais vous raconter rapidement une petite anecdote. Vous savez, un jour, j'ai voulu voyager, et puis je suis allé à la station d'Agualpedo. Donc, je voulais aller chez mes oncles, les Tim, à Sokodé. Et puis, bon, j'arrive à la station, puis je vais acheter le ticket. J'ai dit, je vais voir le permis du chauffeur. J'ai dit ça comme ça, je vais voir le permis du chauffeur. Et puis il me répond dans le dialogue de mes oncles, quoi. Qui dit exactement ceci, mais tu es qui pour me demander? Moi, je conduis depuis des années, si tu ne veux pas, il faut aller prendre ailleurs. Alors, quand il me répond, il ne peut pas me montrer son permis. Mais est-ce que ce chauffeur-là, est-ce qu'il a conscience que moi qui veux rentrer dans son véhicule, il a la responsabilité de ma vie? Voilà. Est-ce qu'il sait que, normalement, moi, je ne peux pas prendre une voiture de transport dont le chauffeur n'a pas de permis ou d'assurance. Ou d'assurance, voilà. Par exemple, ce sont des choses. Lui, il ne comprend pas que il pense que je suis contre lui. Il ne sait pas que c'est pour moi-même que je demande. Il ne sait pas que c'est une pratique. Voilà. Donc, c'est pour cela que j'ai dit, les gens deviennent des chauffeurs. Et il a du chauffeur, il te dit, mais tu es qui pour me demander mon permis? Toi, tu es qui? Vous voyez? Donc ça, c'est l'ignorance. Et donc, effectivement, oui, nous-mêmes qui prenons les véhicules, on nous attend ça. Nous avons notre part de responsabilité. Mais ça aussi, ça se corrige en faisant prendre conscience aux gens. Vous voyez? Et c'est le rôle de l'État, c'est le rôle de l'autorité de tout faire pour que les gens soient cultivés, qu'ils aient l'information. Voyez, non. Par exemple, pour le cas des dames qu'on regrette vraiment, dont on présente nos sincères condoléances aux familles et à nous-mêmes, à l'État togolais, c'est dommage. Parce que si on dit que les gens se sont entassés, ça veut dire qu'il y a un problème. Il y a un problème de véhicule chez eux au moins. Parce que s'il y avait 2 ou 3 véhicules... Je ne pense pas forcément qu'il y ait un problème de véhicule. Je pense plutôt qu'elles ont choisi la facilité parce que plus vous êtes agglutiné, moins le il y a cet aspect. Déplacement... Oui, mais au Togo, moi je peux vous rassurer que dans certaines contrées, mais il n'y a pas de véhicules. Il n'y a pas de véhicules. Il y a des véhicules qui se déplacent une fois par semaine, le jour du marché. Oui. Oui. Donc, si vous avez des cadres qui sont dans le milieu, c'est aussi le rôle des cadres de se dire, bon, on a ce problème-là, trouvons une solution. Mais au-delà des cas, c'est l'État qui doit veiller à ça. Les autorités locales qui sont là doivent transformer les sociétés. Vous voyez, non? Donc,
Et effectivement, il y a la solution de facilité, mais parfois aussi, c'est le manque. C'est le manque qui fait que tout le monde s'entasse. Et donc, l'irresponsabilité du conducteur, hein, qui, lui, comme on dit, au prime abord, il est responsable, mais quand vous lui demandez, il vous dit pourquoi il entasse. Il sait que c'est dangereux. Quelqu'un qui est majeur, mieux informé, oui, même. qui est majeur, ne peut pas savoir que la voiture, la façon dont j'ai entassé les gens, ça veut dire qu'il a l'habitude de faire. Et comme il n'a jamais eu de conséquences, il pense qu'il n'y a jamais été inquiété. Mais comme beaucoup de personnes l'ont dit, mais un véhicule qui traverse quand même un endroit, il y a quand même les forces de l'ordre le long de la route. Qui doivent avoir vu ça. Et justement, ça pose la question de comment on fait les contrôles routiers. Voilà. Parce que, je me souviens, ça doit faire une semaine, on nous avait arrêtés sur la route pour les contrôles routiers. On nous a demandé le permis de conduire. Oui. Il y avait l'assurance. Oui. Et puis, on nous a demandé également l'extincteur. Et c'était tout. Oui. Et après, au retour c'était un peu devant à Takpamé. Oui. On a eu 3 pneus qui étaient crevés sur le coup. Je me demandais si les policiers ou les gendarmes qui étaient sur la route ont pu constater que nos pneus n'étaient pas en état. 3 pneus, ils sonnaient 22 heures. Vous imaginez? Voilà. C'est pour cela que je dis, les policiers qui demandent tout ça, là, tous ont été quand même une fois à l'école. C'est pour cela que j'insiste sur l'éducation de la base, pour que tout le monde, même dans les services, dans les maisons, qu'on éduque les gens, qu'on fasse en sorte que les gens aient des informations. Parce que le policier qui est devenu, parfois, il faut devenir parfois policier d'abord avant de faire ce travail-là. Parfois, on les forme 2, 3 jours, une semaine. Et puis... Or, si les gens ont eu ça depuis l'école, c'est comme une culture. Un policier ne peut pas permettre, quel que soit l'argent qu'on lui donne, que permettre que les gens passent à contre 1000 francs entassés comme ça. Ce n'est pas possible. Vous voyez, non? Et donc là aussi, il serait quand même responsable parce qu'il connaît très rapidement les sanctions. Ce n'est pas que là, il ne connaît, mais il faut intégrer ça dans la conscience des gens pour dire que la route tue et qu'une petite erreur, une petite négligence peut amener, comme on le voit, à la perte des vies humaines. Et donc, pour moi, au-delà des contrôles, c'est vrai, peut-être qu'il faudrait demain davantage faire en sorte que les uns et les autres soient dans les normes. Et dans les normes, je ne demande pas à l'État d'aller vers les citoyens, d'utiliser la force, non. Il faut amener les gens. Ce n'est pas que je cautionne cela, mais bon, entre-temps, il y avait cela qui a marché sur les ports de casque à Lomé. Oui, en fait... De façon systématique, les policiers sont arrivés à forcer les gens. Sur cet aspect, vous allez voir que ça, c'est pour ça qu'il faut dire que la responsabilité est partagée. Nous n'avons pas cette culture. Voilà. C'est pour ça que l'intégrer dans les curricula... C'est tellement important. C'est important. Vous voyez qu'on a dit obliger les gens à porter le casque, alors qu'on doit porter le casque. Même là, ce qui a été fait avant que ça le rende dans l'habitude d'être togolais, c'est difficile. Voilà. Vous voyez, les gens prennent le casque, ils pensent que c'est pour le policier. C'est pour le policier. Voilà, c'est pour le policier. Donc tout ça là, c'est ça. Donc déjà, au cours primaire, l'enfant, avant de terminer le cycle primaire, doit déjà savoir aller à vélo. Au niveau du collège, à la fin du collège, l'enfant a son permis de moto. Voilà. Et au lycée déjà, il peut avoir son permis voiture. Donc maintenant, les différentes catégories de voitures, c'est selon les orientations de l'enfant, il va voir si je fais ça, je fais ça. Donc l'enfant maîtrise tout, mécanique, tout, l'enfant doit connaître un peu tout ça. Ça, c'est des trucs à imposer. L'autre aspect, c'est que l'agent de force qui contrôle n'a pas le bagatelle nécessaire pour contrôler. Eux, c'est arrivé sur la voie. Mais d'aucuns aussi vous disent qu'ils sont venus avec un objectif. L'objectif, c'est de faire le retour avec une somme. Que le compte et donc, du coup, si on veut contrôler, qu'est-ce qu'on veut contrôler? Ceux qui veulent contrôler même ne contrôlent pas. Qui allons-nous contrôler maintenant? Est-ce que c'est les civils qui vont contrôler les agents ou bien c'est les agents qui vont contrôler les surcharges? Alors, comme on le dit souvent, il n'y a pas de corrompu il n'y a pas de corrupteur sans le corrompu. Et quand vous le dites maintenant, la population peut également
contribuer à cela. Voilà, il y a des populations, il y a des passagers dans la voiture qui assistent parfois ces gestes où le Vous conducteur savez, donne de parfois, l'argent quand au vous êtes policier. à bord d'un véhicule et qu'il y a ce scénario-là et que vous voulez réagir, vous allez voir que c'est les passagers qui s'arrogent sur vous tout de suite. Il dit, il y a un quintel, ma fière Bessoma, ma intoma plébé. Vous comprenez un peu? Donc, c'est les propos comme ça, qu'on vous jette à la figure tout de suite. Donc, je crois quand même que ça sort. Parfois, les images, je crois que ça doit venir comme une thérapie de choc. Il faut créer une émission naturelle où on va avertir les gens sur leur sensibilité des images qui vont passer. Mais il faut passer les trucs pour que les gens reçoivent ça, pour que ça serve de thérapie de choc, pour que les gens comprennent que la rupture. Et qu'à bord d'un véhicule, vous avez la responsabilité de la vie de tout ce que vous transportez. Et parfois, les chauffeurs ne savent pas que lorsqu'il y a un passager qui rentre, qui monte à bord de ta voiture, celui-là est devenu maintenant le patron de la voiture. Parfois, tu vas voir les gens roulent, quand tu veux leur dire non, ce n'est pas bien. Ou bien moi, quand je monte à bord d'un véhicule, j'écoute beaucoup plus le bruit du moteur. Hier, mais j'ai dit, chauffeur, pourquoi tes gens te balancent comme ça? Il dit, tonton, ok, j'écoute le moteur, hein, j'écoute ta voiture. Donc, parfois, les gens sont là, la voiture peut être n'importe comment, ils sont là. Et surtout les bonnes femmes qui vont acheter les marchandises pour venir vendre, ils ont des chauffeurs fidèles qui transportent leurs marchandises. Et peut-être celui-là, il arrive à les comprendre mieux. Et tout le monde préfère ce chauffeur. Est-ce que vous voyez un peu? C'est ça qui occasionne que les gens s'agglutinent. Vous allez voir parfois des voitures, les femmes n'ont même pas d'espace. Quand vous voyez les conditions dans lesquelles ça roule, ça vous fait pitié, mais c'est leur activité. Elles doivent amener pour vendre, pour nourrir la famille. Mais vous, comme Monsieur Sossou, j'aimerais que vous passiez également un message à ces bonnes dames parce que vous savez, on les vit peut-être parfois chaque soir ou lorsqu'il y a peut-être une pluie, vous voyez les dames qui forcent le chauffeur à les accepter dans le capot. Oui, oui, c'est ce que je dis. C'est vrai que bon, on peut accuser l'État, mais attention. Non, je dis, vous savez, il faudrait quand même que tout le monde puisse prendre conscience de sa vie, je suis de la valeur de sa vie. d'accord. Je vous dis que ça, vous ne pouvez pas régler ce problème-là avec efficacité que quand vous introduisez ça très tôt dans le mental des gens. Comment tu peux demander qu'on te mette dans le capot? C'est la réalité. Oui, je sais que les gens demandent ça. Mais c'est pour cela que je dis, c'est une question de culture. Si on apprend les gens très tôt à la base, c'est comme l'anecdote que je vous racontais tout à l'heure. J'ai dit au chauffeur en Kotokoli, mette ton permis que tout le monde voit. Ça va rassurer les gens. Il dit, après, quand on est arrivé au secours, il dit, non, c'est ça qui démontre, fais photocopie, montre les gens que tu as le permis. C'est pas, voilà. Donc, mais en tout cas, ça rassure pas sur... pas forcément, mais oui, mais c'est ce que je dis, mais combien sont-ils quand ils veulent voyager, demandent d'avoir le permis du chauffeur? Personne. Si vous êtes pressé, vous allez vous achetez seulement le ticket. Vous ne savez même pas que celui qui conduit là a ou non un permis. Alors que les lois sont claires. Lorsque celui qui conduit la voiture n'a pas de permis, même s'il y a les assurances, en cas de question, l'assurance ne répond pas. Il y a des mêmes pour les surcharges. Oui, bon voilà, ça c'est le b.a.-ba. Et donc, c'est pour ça que j'ai dit, le chauffeur lui-même, normalement quand vous demandez le permis au chauffeur, il ne doit pas s'énerver. Ensuite, vous devez voir l'état du véhicule. Puisqu'il a la responsabilité de votre jusqu'à destination. Et donc, quand vous venez, vous regardez la voiture, vous faites le tour pour regarder l'état des pneus, si vous êtes connaisseur. Parfois, le chauffeur se tourne, mais qu'est-ce que tu regardes ma voiture? Vous voulez vous rassurer. Donc, je suis pas fait. Non, c'est pas que on ne va pas, on refuse de lancer un message à l'endroit de nous, y compris nous-mêmes. Puisque nous prenons les médias, tout ça. Aujourd'hui, vous avez parlé des gens qui portent les casques pour rouler. Mais vous allez remarquer que le problème n'est pas résolu. C'est au niveau du bord du goudron qu'ils le mettent. Voilà, non seulement ça, mais c'est seulement celui qui conduit, c'est seulement celui qui conduit qui a le casque. Oui, effectivement. Alors que le gouvernement veut que la vie soit protégée. Donc celui qui comprend, derrière, sa vie doit être protégée.
Donc le gouvernement a fait le travail à moitié. À moitié. Il a réussi à faire... Oui, il a moitié. réussi. Non, là-bas, je crois quand même que c'est compte tenu du niveau de vie qu'on a délaissé un peu le passager parce que beaucoup de gens n'ont pas les moyens, mais les gens les transportent. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas le casque, parce que je ne peux pas avoir une moto et puis acheter des casques pour le... oui, maintenant, mais pour toi-même, aider les alors, trucs. toi-même. Maintenant, qu'est-ce qui était conseillé au départ? C'était de vendre on les servait, motos on vendait les motos avec des les deux casques. Et voilà. Maintenant, on ne donnait plus les deux casques. On pourrait obliger systématiquement les entreprises Oui. de vente de motos au Togo. Ils pourraient ajouter ne serait-ce que 5 000 ou 10 000 sur les prix des motos et rendre deux casques. Comme ça, on pourrait arrêter ceux qui n'ont pas de passagers. Mais au-delà, avec des la casques. conscience voudrait que moi, Germain Suzuki, veuille prendre une moto. Je puisse avoir mon casque personnel. Ouais, ça, c'est Parce que si je veux me protéger ma vie, personne ne va. J'ai mon casque, quand je prends, je porte. Vous savez, on le dit comme ça, mais il faut comprendre ce que ça coûte pour les gens, prendre de l'argent pour aller acheter les casques, prendre de l'argent pour aller acheter les casques, pourtant, alors c'est que important tu n'as pour la pas vie. de l'argent pour faire le transport et qu'il faut compter. Oui, quand on comprend la nécessité de la vie, on le fait. Oui. Vous savez, par exemple, c'est comme nous disons les dames là. Oui. Il suffisait seulement que en un temps, elles disent non, ce que nous voulons faire là est dangereux pour qu'elles soient. Je crois que le problème ici, lorsque nous allons agir sur tous les pesanteurs pour permettre à tout le monde de gagner sa vie, de réussir sa vie, d'aller de vaquer librement à ses occupations en espérant que je reviendrai à la maison avec le minimum vital, je crois que tout ce qui est règles seront applicables. Je crois. Maintenant, si on ne fait pas le nécessaire, on sort les règles, etc., ça va devenir des conflits entre l'agent de force de l'ordre et puis l'usager de la route et consort. C'est pour cela que je dis, le gouvernement doit assumer sa responsabilité. Sa responsabilité pour que, aujourd'hui, qu'on rende l'assurance obligatoire. Lorsque le véhicule qui vient pour se faire assurer, le véhicule ne remplit pas les conditions pour être assuré, qu'est-ce qu'on fait? On l'annonce, on met les véhicules fourrières, on sait déjà comment on peut accompagner la personne là pour avoir de nouveaux véhicules pour le mettre en circulation. Parce que nous ne pouvons pas circuler avec les cercueils. C'est comme être dans un véhicule en mauvais état, c'est comme voyager dans un cercueil. Nous devons nous éviter cela. L'état de la route, lorsqu'il y a des crevassés, il y a des trucs sur la route, il va falloir que des communes s'activent pour réparer tout ça là. Vous allez voir certaines routes, je vous dis franchement, un jour, avant le traçage de la route de Tchévier, Tablibo et consort, je me souviens à l'époque, tellement les crevassés, on allait comme ça, un véhicule voulait éviter, le Titan voulait éviter toutes les crevassées. À un moment donné, c'est bloqué, ça a pris le pont. Vous voyez, il y a beaucoup de paramètres. Parfois, les accidents, ce n'est pas forcément le niveau psychologique du chauffeur, ce n'est pas parce qu'il n'a pas le permis, mais il y a d'autres facteurs de la route, l'état de la route, beaucoup de choses, ou bien l'agglutinement des passagers font que le chauffeur n'a pas la facilité de faire les manœuvres, etc. Tout ça. Bon, il y a beaucoup de pesanteurs. Nous devons chercher à comprendre quelle est la responsabilité de l'État, que l'État joue sa part et que la sensibilisation permette aux usagers aussi de prendre conscience que en m'agglutinant dans un véhicule, je suis en train de mettre ma vie en péril. Quand je roule je mets en circulation un véhicule en mauvais état, je suis en train de traîner les gens dans un cercueil ambulant naturellement et je crois quand même que ça va être réglé. Oui, nos forces de l'ordre qui étaient sur la route aussi, je crois qu'il faudrait aussi que le ministre nous situe si vraiment tout le trajet, là, il n'y avait pas quand même poste de policiers ou de gendarmes qui n'aient pas vu ces bonnes dames-là et les arrêter à les faire descendre. Nous n'allons pas mettre les gens en difficulté. La pratique est depuis toujours. Oui, si les gens veulent vraiment l'arrêter, ils peuvent l'arrêter. Je pense que ça devrait pouvoir commencer. Ils peuvent l'arrêter. Aujourd'hui, les syndicats qui collectent les trucs et qui ne remontent pas, vous allez poser des questions au chauffeur, il va dire, nos syndicats là, certains vous diront qu'ils ont fait fatiguer. Comment vous pouvez faire fatiguer?
Un syndicat ne peut jamais faire fatiguer. Oui, mais est-ce qu'ils ont les moyens de pouvoir contraindre les Oui, chauffeurs à tout à l'heure, vous respecter- parlez, Mon frère, de la situation de vie des gens. Ouais. Parfois, c'est ça qui aussi explique. Vous savez, Pour les syndicats, ce n'est pas excusable, mais ça, c'est comme les policiers, par exemple. Les policiers que l'État met sur la route pour que la route soit réglementée, pour que les règles soient respectées. Qu'un policier ferme les yeux ou un gendarme prenne 2000 francs, laisse, il est plus c'est responsable. devenu, que tout, c'est voilà. devenu, c'est devenu même chose. Le militaire qui est là pour la sécurité, pour le règlement, etc., il prend. Voilà. Le gendarme qui est là pour les autres choses, il prend. L'agent de DSR, oui. qui est là pour contrôler les véhicules, lui aussi il prend. Tout ça là, on ne sait plus qui contrôle qui. Donc, je crois quand même qu'il va falloir que Et puis, par le rapport problème au soit surcharge, réglé au niveau du ministère de la les Sécurité chauffeurs ont d'abord. dit entre-temps que c'est les racketages là qui les obligent parfois à surcharger. Oui, parce que- Par exemple, quand ils prennent les gens de Lomé, par exemple, en Néron, normalement c'est 5 personnes. Enfin, c'est 3 derrière et une personne devant, mais de là jusqu'à on leur prend comme 3000. Le chef- Voilà, il faut le mettre, chef- Oui, même avec ces 3 personnes derrière, est-ce qu'il y a toutes les ceintures Mais voilà. Le qui chauffeur marchent, te qui sont dira, le fonctionnelles? chauffeur te dira que voilà que le passager demande des faveurs. Je ne peux pas refuser. Je n'en trouve pas sur le chemin. chemin, Je vais le prendre. Je vais payer péage 500. Voilà. Je vais payer péage 500. Donc, au Le moins, sur le policier qui est devant tronçon, aussi, s'il y a deux oui, péages à oui. payer, Ça fait vous 1000 voyez, francs. peut-être c'est 1000 francs, 1000 francs. Pour le bus, ça fait 1000 francs, 1000 francs, ça fait 2000. Il doit payer les raquettes sur le Sur chemin. le chemin, Il y a l'essence, aussi, vous voulez l'essence. oui, justement, il y a aussi L'essence. ces raisons qui Il disent y a que l'essence. Il y a Que tu le sois carburant, tout ça, il y a les frais de trucs. Donc, il y a plusieurs paramètres fait qu'il que- faut il y regarder. a tout certains ça là. chauffeurs qui disent que tu sois en règle ou pas, Tu vas il y a- payer. ouais, Tu dois vas payer. payer. Donc, autant être dans l'illégalité. Dans que payer. l'illégalité, et puis payer, et puis avancer. Parce Donc, que tu aies le nombre requis dans le véhicule ou pas, tu vas être raquetté sur la Oui, route. mais Ces après, raquettes- le ministre a dit clairement que si vous êtes en règle, vous n'avez pas à payer. non, Vous ces êtes en raquettes-là règle, vous vont savez. où Ces raquettes-là vont où Il faut voir à qui profitent ces Vous savez, le raquettes. ministre, voilà. il n'est pas forcément sur la route. Ben voilà. Le ministre n'est pas sur la route. Il a des collaborateurs, il y a des forces de l'ordre, il y a une manière simple de faire les enquêtes pour remonter, pour faire les recoupements des informations, voir où est-ce qu'il faut, à quel niveau situer les responsabilités. Qui ne mange pas les papiers, ça veut dire que c'est les chauffeurs qui disent ça. Merci, monsieur Sossou, d'être passé dans le monde en 7. C'est nous qui vous remercions. Monsieur Naoté, merci d'être passé dans Merci mon cher le monde en Pinto, c'est un plaisir et je dis merci à tout le personnel de New World TV qui nous accueille tous les jours. Merci également à vous, nos chers téléspectateurs, pour votre intérêt à cette émission. Bonne suite de nos programmes sur New World Info.